Salut à tous. Aujourd'hui, un petit peu avant la course, un focus tout particulier sur la classique d'Harelbeek, la E3 Harelbeek, le Grand Prix de l'E3, on peut l'appeler de pas mal de manières différentes. Comment est-ce qu'on pouvait entamer les débats autrement qu'avec Tom Boonen? Tom Boonen qui est le recordman de victoire sur cette classique. Et on voit que pour une fois, sur ces images, elle était arrivée au sprint d'un assez grand groupe, hein, et Tom Boonen l'avait emporté. Et ouais, c'est Tom Boonen. Donc, cette classique, elle a changé de nom pas mal de fois, mais elle est assez ancienne. Cette année, en 2019, ce sera la 62e édition de donc ce que j'appellerais moi souvent le Grand Prix de l'E3. Hein. Je suis influencé par les médias francophones qui l'appellent comme ça. Très important à signaler, elle est World Tour depuis 2011. Et donc, voilà, je vous ai mis, on voit que les Belges notamment écrasent totalement les débats en ce qui concerne le palmarès. On a Bonnen, et puis pour l'époque un peu plus proche de nous, Cancellara aussi. Hein, Bonnen, Cancellara ont vraiment bien dominé entre 2004 et 2013, voilà. Et ensuite, c'est prestigieux, hein, c'est vraiment prestigieux le palmarès. On a Sagan, on a Geraint Thomas, Kwiatkowski, Greg Van Avermaet et plus près de nous, Niki Terpstra. On s'en souvient l'an dernier. Alors les différences de parcours, elles sont assez faibles. Je vous ai mis par exemple le parcours 2019 et le parcours 2018. En fait, il y a des petites nuances, mais le final, il reste le même. L'enchaînement des monts dans le final, c'est pour ainsi dire toujours le même, en tout cas depuis quelques années. Et c'est parti, on va regarder un petit peu comment se sont passées les choses au cours des toutes dernières années. Alors l'année dernière, scénario assez improbable, hein, échappé de deux quick steps à 70 km de l'arrivée, et c'était donc Lampart et Stibar. Et en fait, ils vont collaborer, ben, heureusement, ils vont collaborer un certain temps, mais finalement, ce qui va, on voit qu'il y a un groupe de pourchasse là, avec Benoît, Van Avermaet, évidemment, Gilbert calé dans la roue, parce qu'il va quand même pas travailler contre ses équipiers hein, qui sont échappés. Et en fait, Lampart va bosser comme un malade avec avec Terpstra, et ce sera évidemment ce dernier qui l'emportera. On voit que, par exemple, le groupe de poursuivants, là, n'a jamais été capable de boucher le trou. Alors, on peut comprendre éventuellement hein, que Terpstra, qui est un immense rouleur, Terpstra ait tenu le coup parce que à environ 20 km de l'arrivée se situe la dernière difficulté hein, dans ce Grand Prix de l'E3, et c'est là que Lampard a dit ciao ciao, vas-y mon grand, termine tout seul. Puis Terpstra, c'est pas le plus mauvais du monde hein, pour terminer tout seul. Hein. Même si on voit que le groupe derrière revient, et regardez, vous voyez, à 8 km, là on est à 20 secondes, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir possible. À 4 km, 12 secondes. Donc on n'est pas super loin de reprendre Terpstra. Et puis voilà, après, il voit arriver, les poursuivants voient que finalement bah, on commence à se regarder. Attends, je vais pas faire les efforts pour toi parce que sinon je t'emmène au sprint. Bref, l'histoire donc, c'est du grand classique en cyclisme. On se regarde un petit peu derrière alors qu'on avait peut-être les moyens de rentrer. Et du coup, Terpstra devant, eh bien, il gagne. C'est marrant, hein, il est coutumier de ses arrivées en solitaire. C'est un immense champion. En tout cas, il a un palmarès vraiment incroyable. Après, on pourra regarder ce qu'il aura dans sa nouvelle équipe. Hein, bien sûr, c'est pas forcément la même chose que chez Quickstep, mais regardez, premier parallèle avec les résultats obtenus au Tour des Flandres et ceux obtenus au GPE3. Vous allez voir que c'est pas la dernière fois qu'on voit des points communs, je dirais, entre les deux courses, parce qu'elles ont finalement des particularités assez proches. C'est beaucoup de monts pavés qui sont des monts pavés donc en Flandre, hein, qui sont gravis pas toujours dans le même ordre, hein, entre GPE3
et Ronde van Vlaanderen. Mais disons qu'il y a quand même les mêmes types de difficultés, donc au final les mêmes types de coureurs. Et si vous êtes en forme 9 jours avant le Tour des Flandres, ben, ça fleure bon le gros résultat un petit peu après. Là, en 2017, c'était une arrivée à 3 Belges, hein, avec Nassen qui initie le sprint. Van Avermaet arrive à s'accrocher. Et puis Philippe Gilbert est calé derrière Van Avermaet. Il n'est pas loin de se l'attraper celui-là. Oh là là. Van Avermaet a fait exactement ce qu'il fallait pour un tout petit peu gêner Gilbert pour l'empêcher de passer, mais sans être sanctionné. Bref, sprint géré de main de maître de Van Avermaet qui euh, remporte ce GPE3 et tiens, 9 jours plus tard, eh bien, on retrouve les deux mêmes protagonistes sur les 2 premières places, sauf que Gilbert, on se souvient, avait réussi à s'échapper pour un numéro absolument flamboyant dans le Tour des Flandres qui avait suivi. Après, à l'image là, attention, ce n'est pas Bob Jungels, on pourrait croire légèrement, c'est bel et bien Niki Terpstra. On est en 2016 et la Quick Step travaille très sévèrement cette année-là, avec également un Cancellara qui est on ne peut plus on ne peut plus fort, hein. On est sur les dernières années de Cancellara, mais bonjour le moteur, hein, sans jeu de mots encore une fois. On voit Christophe, le vainqueur de l'année précédente, qui est un petit peu en perdition là, et il y a comme ça un groupe qui est en poursuite, hein, donc voilà, en poursuite de quoi? Eh bien, en poursuite de la tête de course, où on voit par exemple un Tige Benoît, on voit un Peter Sagan, on voit des hommes, et quelque chose va se dessiner, c'est pour ça qu'on est à 32 bornes de l'arrivée là, on arrive à un moment crucial en 2016 de cette course. Regardez bien ce qui va se passer, il va y avoir 2 hommes qui vont s'en aller. Donc c'est intéressant, à 30 km de l'arrivée, vous avez une accélération de Kwiatkowski. Finalement, le seul à pouvoir prendre la roue immédiatement, c'est Peter Sagan. Derrière, les Quick Step se battent comme des lions. Ils se battent, on peut même se dire, c'est bon, ça va rentrer. Et en fait, il en remet une, Sagan. Sagan en remet une, et derrière, ça commence légèrement à capituler. Il y en a encore un qui s'accroche. Et puis là, comme ça, progressivement, ça va lâcher sous les coups de boutoir de Peter Sagan. On a vu que si Kwiatkowski avait été l'initiateur du coup, c'est Peter Sagan ensuite qui fait très mal à tous les autres. Et ces 2 hommes vont s'échapper. Même quand Cancellara va être lâché par cette fulgurance de Kwiatkowski et Sagan. Après, j'ai pas dit que Kwiatkowski n'a pas pris de relais. Après, les deux vont collaborer. Leur avance ne va cesser de croître. Et puis on va se retrouver dans un scénario qu'on a déjà vu, hein, un scénario super intéressant avec du Kwiatkowski et Sagan échappés ensemble. Et on sait que dans ces cas-là, eh bien, bien souvent, l'avantage est revenu à Kwiatkowski. Ces 2 hommes, ils sont de la même année, ils sont nés la même année. Ils couraient déjà l'un contre l'autre chez les jeunes. Et c'est vrai que Kwiatkowski était un coureur un peu plus froid, là où Sagan pouvait être plus catégorisé comme coureur avec panache, un peu foufou. Et puis, ben, ce qui a été vécu parfois chez les jeunes va se reproduire sur ce GPE3 2016 avec un Kwiatkowski qui va très froidement calmer Peter Sagan. Voilà. Donc très belle victoire, hein, puisque échappé à 30 km de l'arrivée, à 2, et puis après on se la règle ensemble. Et Sagan, c'est sûr, a de quoi se sentir pas du tout floué, hein, mais en tout cas déçu, hein, déçu, parce que il aura fait au moins la moitié du boulot. Et puis à l'arrivée, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc là, on voit quand même un Jan Stannard, étonnant, qui était venu sprinter pour la 3e place, c'était rigolo. Et puis voilà, tiens, Tige Benoît là, 7ème, c'est bien, c'est bien. Seb Van Mark, 8. Seb Van Mark, l'abonné aux places, hein, le pauvre. Sagan se vengera quelques jours plus tard du côté du
Tour des Flandres, Cancellara, Van Mark. Bon, vous avez vu, il y a des gens qu'on retrouve étonnamment présents aux avant-postes des deux courses. L'année précédente, on remonte le temps toujours, 2015, on a une échappée à 3, magnifique échappée à 3. Ces 3 hommes vont aller au bout. Et Geraint Thomas se retrouve donc avec Stybar et Peter Sagan. Et ce qui est intéressant cette année-là, c'est l'attaque que va placer Geraint Thomas. En fait. Voilà. Ils sont donc à 4 km de l'arrivée. 44 secondes, c'est gagné, hein, l'écart, voilà. Et là, Thomas, il en plante une, mais monstrueuse. Derrière, en fait, Sagan, il n'avait pas les jambes pour aller. Stybar avait attendu que Sagan fasse l'effort. Et quand Stybar s'aperçoit que Sagan ne peut pas, on le voit hein, sur ces images, il n'en peut plus. D'ailleurs, il sera même pas dans le top 10. Il est trop tard. Il est trop tard. Puis alors, c'est vrai que vous lâchez un Geraint Thomas tout seul, comme ça, avec quelques kilomètres à faire en solitaire, avec un seul homme en poursuite, ben c'est quasiment, c'est fichu, hein, c'est fichu. Geraint Thomas, à ce moment-là, on est en 2015, Geraint Thomas était avant tout un coureur de classique, hein, et je dirais même un coureur de classique flandrienne. C'est bien avant l'évolution, je dirais, hein, dans le développement de Geraint Thomas, comme quelqu'un qui finalement en 2018 gagne un Tour de France. Et donc Geraint Thomas gagne en 2015. Il n'était pas à son coup d'essai hein, sur le Tour des Flandres. C'est une course, pardon, sur le GPE3. C'est une course qui lui réussit plus tôt. Quand on regarde les places qu'il a pu avoir de ci, de là, on continue à remonter le temps pour aller du côté de 2014. En 2014, arrivé toujours avec un petit groupe, vous avez vu, il y a Geraint Thomas qui est présent. Il est présent. On a Niki Terpstra qui est là, donc Omega Pharma, hein, Quick Step à l'époque. Le Cannondale Peter Sagan, peut-être dans une des meilleures formes de sa vie, hein, en tout cas. Il y a aussi les années 2015-2016 hein, qui sont phénoménales pour lui. Mais Sagan va comme ça s'imposer, sembler irrésistible. Il faudra un souci sur le Tour des Flandres qui suivra pour l'empêcher d'aller chercher ce qu'il aurait pu chercher. Et puis le souci peut aussi s'appeler Cancellara. Là encore, vous voyez Van Mark, il y a du point commun. Les hommes forts sont toujours là. Tiens, on est en 2013, c'est l'occasion d'aborder une petite spécificité de ce GPE3. Regardez où est-ce que les coureurs, en tout cas la majorité, sauf Cancellara, lui, pour lui, il n'y a rien qui est dur, où est-ce qu'ils roulent. En fait, il y a une spécificité sur le GPE3 par rapport au Tour des Flandres, hein, bien qu'on emprunte souvent les mêmes monts, c'est que sur le Tour des Flandres, vous avez des balustrades sur le côté. Et ces balustrades sont là notamment, c'est pour la foule, hein, c'est pour protéger, mais c'est également des balustrades qui empêchent de rouler sur le bas-côté. Alors que sur le GPE3, et on va le voir aussi dans la course en 2019, les mecs ont le droit, entre guillemets, de rouler sur le bas-côté, ce qui est quand même, avouons-le, parfois plus simple que de rouler sur vraiment les pavés, et puis en plus ce sont des pavés vraiment marqués, hein, ce sont des pavés vraiment difficiles. C'est pas les pavés du petit village en France au centre-ville, quoi, hein, si vous voulez. Hein. Donc, Cancellara va être phénoménal sur ce GPE3 2013. Il est échappé en solitaire. Et puis, qui est-ce qui peut reprendre Cancellara dans ces années-là? Qui est-ce qui peut reprendre Cancellara quand il est comme ça lancé même à 30 km de l'arrivée, vous avez un groupe derrière là, de poursuivants qui sont pas les derniers des rouleurs. Hein. Bonjour la qualité. Hein. Vous avez Haas, vous avez Geraint Thomas, vous avez vraiment, vraiment du beau monde. Et puis, pour autant, ça ne rentrera pas. Cancellara va aller chercher donc un très joli GPE3, son troisième en la circonstance. Voilà, donc vraiment là encore superbe course
parce que c'était vraiment des moments magiques, hein. Quand Lara qui commençait à envoyer là, et puis derrière, vous avez la même arrivée au Tour des Flandres. Quand Lara Sagan, pareil. À noter que Geraint Thomas, Tour des Flandres, beaucoup moins son truc, hein. Beaucoup moins son truc, même dans la période où il était un super Flandrien, mais non, pas possible. Alors, on va s'amuser à aller voir tout ça pour 2019. Hein. Donc je suis allé créer une liste de départ en fait. Je suis allé créer une liste de départ pour, pour donc ce GPE 3 qui aura lieu vendredi 29 mars 2019. Donc en me basant vraiment sur ce que les équipes ont inscrit. Hein. Il n'y a que la Katusha Alpecin qui croit qu'on va courir à 9, mais non, ils vont bel et bien être 7. Hein. Je crois qu'ils ont juste pas encore décidé quels sont les deux qu'ils vont enlever au dernier moment. Sûrement que dans la journée, ça va s'affiner. Moi, là, je parle jeudi 28. Je suis la veille hein, du GPE 3. Et donc voilà, je suis allé inscrire, y compris les petites équipes invitées, là, Cofidis, Israel Cycling, Wallonie, Wanty Gobert, Ramput, avec Lars Baum. Voilà. Donc, sinon, il y a toutes les équipes de World Tour. Ok, on prend la World DB 19. Et puis, c'est parti. On va charger notre liste de départ. Alors, quelle équipe? C'est vraiment là. Je prends le profil 2018. Il est magnifique sur la World DB19. Il est bien différent de celui du jeu de départ. Hein. Je vous le signale. Il est beaucoup plus proche de la réalité au niveau déjà du nom des monts. Alors, j'avais envie de prendre Sky pour changer. Je prends jamais Sky. Et puis après, Trek Segafredo, c'était ce dont je rêvais. Mais en fait, elle est trop forte. Trek Segafredo, elle est presque trop forte. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais retourner à mes amours cyclistes en tout cas. Je vais aller prendre la Lotto Soudal. Pourquoi? Parce que Tige Benoît, c'est mon gars. Hein, ça, je pense que vous le savez tous, vu mes vidéos. Mais au-delà de ça, autour de lui, il a une équipe totalement moisie. Il a une équipe d'une faiblesse. Je crois que le meilleur homme sur, sur pavé, il doit avoir 71, c'est Nicolas Mas, derrière Tige Benoît. Donc je me suis dit, vrai défi que d'aller essayer de performer, parce que bah, demain, ça sera pareil. Hein, il sera un peu tout seul, Tige Benoît, entre guillemets. Quoi. Donc l'Auto Soudal, bah, bien forte. On a vu qu'il y avait eu des chutes en début de course, il y avait eu pas mal de petites péripéties de ci, de là. À noter, c'est malheureux pour l'intérêt de la course, l'abandon de Philippe Gilbert, victime d'une chute sur ce début de GPE 3. On lui souhaite évidemment pas du tout la même chose demain. Et donc, Tige Benoît, je vais appliquer un vieil adage. Puisqu'il est pour ainsi dire tout seul, même si je compte un peu sur Nicolas Mas, faut l'avouer, puisqu'il est tout seul, eh bien on va essayer de faire en sorte qu'il soit systématiquement dans les 10 premiers à l'approche de chaque difficulté. Voilà, ça va être mon leitmotiv sur les 90% de la course, c'est à chaque secteur pavé, à chaque mont, ou à chaque mont pavé, bien évidemment, Tige Benoît doit se situer dans les 10 premiers, voire même dans les 5 premiers. Comme ça, j'évite les phénomènes, vous savez, d'embouteillage très fréquents dans le jeu, mais pas que dans le jeu, quand on y réfléchit, il suffit d'observer un petit peu les courses. Hein. Vous avez comme ça des gens qui sont obligés de freiner à des endroits parce que bah, y a un goulot d'étranglement et puis vous pouvez pas faire passer tout le monde quoi. Hein. Vous avez vu comme il est beau le vieux Quarmont en World DB19. Somptueux. Hein. C'est pas la première fois que je le vois. Bah, il est notamment aussi présent sur le home loop là de Il Linche là que j'ai présenté très récemment dans un épisode Ferrari, mais très jolie modélisation. Encore une fois, merci la World DB19. Et donc, Tige Benoît se retrouve tranquille. J'ai profité de ravitailler au seul moment où je pouvais, puisque en fait, ça faisait pas mal de difficultés qui s'enchaînaient. Benoît était pour ainsi dire tout seul ou accompagné de quelqu'un qui était en voie d'extinction. Et donc, difficile de ravitailler, mais on a trouvé pile le bon moment pour prendre les derniers bidons. Allez, c'est bon.
Il y a donc là maintenant une stratégie qui doit être toujours d'être aux avant-postes. Vous avez vu, il y a Pedersen, il me plaît beaucoup ce coureur, il me plaît énorme, qui travaille pour Jesper Stuyven. Stuyven, un très très grand nom pour ce GPE3 à suivre, et puis également un très très grand nom pour le Tour des Flandres. Stuyven va nous en claquer une un de ces jours, c'est évident. Ainsi que Oliver Nassen, hein, on peut penser à lui. Oliver Nassen dans une forme phénoménale sur Milan-San Remo. J'ajouterai Wout van Aert qui n'est pas dans ce groupe là. Pour moi, Wout van Aert sera aussi dans la discussion. Si ce n'est sur le GPE3, sera peut-être sur le Tour de Flandre où il sera top 5. En tout cas, j'y crois. Je crois beaucoup en Wout van Aert. Voilà, hein, des gens qui me paraissent particulièrement concernés par un exploit, en plus de tous ceux qu'on connaît, hein, les Terpstra, les Sagan, les De Koninck, évidemment, hein, Lampart peut-être en premier lieu, hein, je ne sais pas qui aura le dessus, Stybar, Lampart ou Gilbert, c'est un vrai questionnement. Toujours est-il que moi, j'avais choisi la roue de Van Avermaet pour répliquer aux diverses attaques, car c'est plus ou moins la meilleure, Sagan ayant été piégé auparavant. Et à l'approche du sprint qui va décider de la victoire, j'hésitais beaucoup entre Stuyven et Van Mark. J'ai finalement oscillé entre les deux. Regardez par exemple là, ah non finalement, allez, je vais reprendre Van Mark. On va lancer notre sprint. Là, il y a Van Avermaet dans la roue. Attention, attention, victoire de Van Mark. Eh bien non, eh bien non. C'est une victoire. Tiens, comme c'est étrange, une victoire de Tish Benoît. Je suis désolé pour tous ceux que ça gonfle éperdument, mais j'ai pas vraiment pensé gagner en fait en prenant ça. Je me disais, allez, tu prends Benoît, comme il est très 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 faiblement accompagné, ça va faire top 5 dans le meilleur des cas, plus forme 0, hein, forme du jour 0, bref, la totale quoi. Et en fait, Benoît va chercher ça. Donc, encore une fois, ça renforce mon admiration pour Benoît dans la réalité évidemment, mais également dans PCM, où je surkiffe ce coureur, je trouve que c'est juste une forme d'arme absolue. Et puis, bah oui, c'est pas la seule fois où je vous ai présenté du GPE3, bien évidemment. On va bientôt traiter avec la Scuderia Ferrari dès l'épisode prochain, là. Moscone ou Sagan, on va voir, hein, il va falloir bien bien penser le truc. Et puis, évidemment, il y a 6 autres éditions qui ont déjà eu lieu avec l'Auto Soudal, Andiamo Ragazzi, avec la De Koninck, Quick Step, bien évidemment. Alors, on va pas se quitter sans donner une petite forme de pronostic, même si c'est toujours délicat. Je vous ai déjà dit que Nassen, pour moi, Nassen, c'est peut-être top 3 demain, probablement. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, a l'air vraiment, vraiment, vraiment en jambes. Wout van Aert, très fort. Stuyven, il faut faire attention parce qu'à tout moment, ça claque. Mais voilà, je vais prendre un petit risque. Je vais miser sur le fait que la De Koninck Quick-Step peut-être n'arrivera pas à imprimer, sinon c'est elle qui a évidemment les clés en main, hein, mais n'arrivera peut-être pas à imprimer le rythme ou la pression ou que sais-je qu'elle pourrait rêver de faire. Je vais jouer Nassen. Voilà. Donc je m'en fiche si j'ai l'air d'un idiot. Je joue Oliver Nassen et si j'ai envie de me couvrir, je joue top 3. Bien sûr, je vous dis à très bientôt pour bah tiens, GPE3 dans pas longtemps dans un épisode Ferrari, et puis par contre la prochaine sortie c'est évidemment le De Koninck Giro épisode 7. C'est imminent. Bye bye.